belle histoire recèle une part de vérité. Et j'en connais une que vous ignorez. Dr. Jones. Archives secrètes du Vatican, tombeaux obscurs d'Égypte ancienne ou encore temple siamois d'Asie du Sud-Est saupoudrés d'un soupçon d'occultisme nazi, bienvenue dans la nouvelle vidéo d'Histoire Explore qui va décortiquer les aventures d'Indiana Jones et du Cercle Ancien. Dans ce jeu, entre mystère archéologique, dualisme entre le bien et le mal et humour bien senti du docteur américain Henry Jones Jr., archéologue de son état, et professeur coupe-vent américain qui se soucie bien peu des examens de ses étudiants et aussi des bâtiments qu'il découvre. Toutefois, ce personnage marque les esprits dès le premier film de 1981 par ce côté tellement humain, entre gaffes, moments de grâce épiques et situations complètement absurdes, tout en portant un message sur le poids de l'histoire qui est un peu la marotte de notre chaîne et la nécessité de ne pas laisser le passé et ses mystères devenir un objet de convoitise et en particulier entre les mains d'un moustachu autrichien particulièrement excité. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Histoire Explore. Intéressé par ce genre de thématique, mais aussi l'histoire, le jeu vidéo, la géographie ou l'actualité, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour soutenir la cause. Dans cette vidéo, nous allons explorer le mythe de l'attrait archéologique nazi autour de l'Égypte antique que diffusent le jeu et le film, comme le veut d'ailleurs cette chaîne sur l'usage de l'histoire dans une œuvre culturelle. Ici, nous allons découvrir et discuter ensemble autour de cette œuvre sur le très bon jeu vidéo Indiana Jones et le Cercle des Anciens, édité par Bethesda, sorti le 9 décembre 2024 et développé par les géniaux développeurs de Machine Game. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires et également à m'indiquer si ce jeu-là, dans son usage de l'histoire, peut vous déranger ou pas. Ce studio, ayant une certaine expertise dans les jeux d'action 3D avec une vue en FPS, a pu démontrer ses talents sur la série reboot des Wolfenstein 3D avec Wolfenstein New Order en 2014, Wolfenstein The Old Blood en 2015, le génial Wolfenstein 2 The New Colossus en 2017 et enfin le Wolfenstein Youngblood en 2019. Porté par un gameplay nerveux où l'on dégomme du nazi à foison, et qu'est-ce qu'ils prennent cher d'ailleurs, le jeu nous propose une uchronie effroyable, les nazis ont gagné la guerre, donnant lieu à une dystopie monstrueuse, un monde dirigé par le Troisième Reich, ouh youlou. Le studio étant donc tout trouvé pour redonner une vision d'une réalité alternative, mêlant histoire et l'une des plus grandes œuvres de fiction du cinéma, le fameux Indiana Jones. La série de films éponyme est portée par un goût très marqué de Steven Spielberg et George Lucas, tous deux jeunes réalisateurs prometteurs dans les années 70 et auteurs à succès. Alors tout d'abord, Steven Spielberg, on peut penser aux Dents de la Mer en 1976, et bien sûr l'iconique Star Wars, sorti en 1977 par George Lucas. Je mets de côté bien sûr leur production précédente, THX 1138 pour Lucas par exemple, et autres films de Spielberg comme American Graffiti. Leur goût très marqué pour les serials et autres comic strips infuse les films autour d'Indiana Jones et s'inspire dans d'autres œuvres existantes. On peut penser à Don Winslow of the Navy, un héros américain qui lutte contre les nazis durant la Seconde Guerre mondiale sans avoir de super pouvoirs, ou encore des films devenus surannés avec les années et qui inspirent encore notamment Spielberg et Lucas. On peut penser à Zorro, sorti en 1937, ou encore des films inspirés et portés par le charisme d'un Humphrey Bogart, avec son célèbre chapeau Fedora, et notamment dans le film Le Trésor de la Sierra Madre de John Huston en 1948. Ces films d'action populaires, dont la jeunesse américaine est très friande, a marqué les esprits, et notamment du jeune Lucas ou jeune Spielberg. Ces films se déroulent souvent dans des lieux exotiques, avec d'improbables cliffhangers, autour d'un aventurier, seul face à l'adversité d'une nature hostile et de civilisations locales l'étant tout autant. Finalement, très proche d'une vision aussi coloniale qui se diffusait en Occident via ces mêmes supports pour la jeunesse. On peut penser notamment aux petites bandes dessinées, aux comics autour de Tarzan, ou sous forme également de films, et comment ne pas citer le génial King Kong de 1933, qui même s'il se déroule dans cette période coloniale, avec une certaine vision de l'Occident sur le monde. Dans ce bain culturel, qui prend place dans les années 30, nous suivons donc les aventures épiques d'un professeur d'université et archéologue de terrain,
Alors certes avec une vision très romancée, car péter des artefacts ou des murs de sites anciens, voire des machins de nazis, correspond à une certaine vision de ce métier bien éloignée de la réalité, hélas. Le personnage intéressant par sa double personnalité, avec un côté pile de l'universitaire polyglotte, poussiéreux, aimé de ses étudiants et reconnu par ses connaissances dans le monde entier, et un côté face, un peu plus sombre, d'un aventurier tantôt pilleur de tombes et canaille assumé, à savoir l'opposition binaire marquée entre un bien caractérisé par notre archéologue et ses amis, face à un mal absolu, à savoir le nazisme et sa volonté d'expansion territoriale, voire de domination mondiale. Le jeu, comme un écho assumé du film Les Aventuriers de l'Âge perdu, sorti en 1981, prend pied en 1937 et dans cette deuxième partie du jeu, après avoir exploré le Vatican, se déroule en Égypte sur un site de fouilles archéologiques mené par des nazis, avides de connaissances ésotériques et cherchant des artefacts leur donnant l'accès à une arme ultime. Toutefois, ici point de cité mythique comme Thamis, comme l'aventurier de l'Arche perdue avec la recherche de cette arche biblique juive qui aurait été cachée dans cette cité, mais sur le site plus connu de Gizeh avec ses pyramides en arrière-plan et son sphinx. Le jeu d'ailleurs remodélise le plateau de Gizeh avec une certaine exactitude, bien que les distances soient amoindries pour permettre un gameplay plus ramassé et beaucoup plus nerveux, sur une zone et permettant donc aux joueurs en quelque sorte qu'ils s'amusent, il ne faut pas oublier que dans ce jeu vidéo on a jeu, mais cependant, si on peut relier certaines zones plus rapidement par un mode de voyage rapide, il n'y a pas dans le jeu de moyens de transport permettant de se déplacer plus vite, via une moto ou des chevaux par exemple, comme on peut le voir dans d'autres productions vidéoludiques. Donc un espace de jeu finalement beaucoup plus court que la réalité bien entendu. La représentation des pyramides qui est montrée, qui date de 1937, semble engoncée dans un désert au large du Caire qui s'efface, entouré d'un petit village, de quelques petits oasis, et pourtant loin d'un phénomène d'urbanisation préexistant qui a connu une certaine accélération à la fin du 19e siècle au nord de l'Égypte, tout particulièrement au Caire, sous l'effet économique du canal de Suez, ouvert à partir de 1869, puis des projets urbains portés par les pachas d'Égypte ottomans, devenus une monarchie héréditaire à partir de 1867, notamment sous le titre de Khedive, ou vice-roi en Perse. Le Caire d'ailleurs passe de 375 000 habitants en 1882 à plus de 1 million d'habitants en 1937, d'après les dernières sources que j'ai pu consulter, et connaît un démarrage après 1916, et de nombreux aménagements d'ailleurs ont lieu. On peut penser au premier barrage d'Assoua en 1902 et à l'extension de la ville qui en découle. Ici, les développeurs ont pris le parti de présenter finalement une Égypte mythique, exotique, dans la lignée des films d'Indiana Jones, et la réalité géographique, bien entendu, n'est pas la priorité. D'ailleurs, il est étonnant que ces fouilles, certes nombreuses en Égypte et dominées par des Européens, soient ici menées par des soldats allemands, en armes, possédant des camps et du matériel de guerre sur place, alors que l'Égypte, dirigée par une monarchie locale, est sous contrôle britannique depuis 1882. D'ailleurs, ce qui est pertinent et intéressant, si l'on fait le lien avec l'urbanisation absente à l'écran, est que l'empiètement britannique est également lié à ces dépenses somptueuses de la monarchie des Kévides, engagées lors des festivités d'inauguration du canal de Suez et qui ont accéléré la faillite de cet État. Ainsi, cette monarchie va entraîner la mise en place d'une dépendance vis-à-vis de la caisse de la dette publique en 1876 et donc d'une mainmise anglaise sur l'Égypte qui va s'accentuer durant la Première Guerre mondiale en détachant l'Égypte de l'Empire ottoman, membre de l'Alliance et en guerre contre le Royaume britannique. Certes, si on gratte un peu dans le jeu, et là on peut voir également cette intelligence des développeurs, on peut trouver quand même quelques tracts nationalistes qui dénoncent cette mainmise étrangère sur le pays et notamment sur la faiblesse du Royaume d'Égypte qui est dirigé depuis 1936 par le jeune roi Farouk, jeune roi de 16 ans, qui succède à son père le sultan Fouad Ier, mis en place par les Britanniques. J'espère que ce petit point d'éclaircissement historique et géographique vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires et également de m'indiquer si pour vous, un jeu vidéo a vraiment un intérêt à puiser dans l'histoire ou au contraire, si l'histoire ne doit servir que d'arrière-plan. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.